midi, on peut commencer tranquillement le webinaire. Donc, bienvenue à tous ceux qui partagent leur heure de lunch avec nous et merci d'assister à notre webinaire « La science de la mémoire décortiquée ». Je m'appelle Sophie, je serai votre animatrice et modératrice pour la séance d'aujourd'hui. Pour me décrire brièvement, je travaille chez Lucilab, qui est une organisation dont la mission sociétale est de promouvoir la santé cognitive et de réduire les risques de la maladie d'Alzheimer en misant sur les saines habitudes de vie. Donc, concrètement, comment on fait ça? Eh bien, les participants de 45 à 70 ans peuvent se faire accompagner à travers une application qui s'appelle Lucie. Ils sont accompagnés, motivés et outillés par des conseillers dans l'adoption d'habitudes qui sont favorables à la santé du cerveau. Donc, pour les personnes intéressées, vous pouvez visiter notre site web au lucieetmoi.ca. On a entre autres une section de blog où on a différents articles qui parlent de saines habitudes de vie et de santé cognitive qui sont accessibles tout à fait gratuitement. Et on a le bonheur aujourd'hui de présenter le webinaire en collaboration avec deux partenaires que je vais vous présenter. Donc, le premier partenaire qui est la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Donc, la Fédération, c'est le porte-parole de 20 sociétés Alzheimer situées partout au Québec. Donc, leur rôle, c'est de soutenir et de défendre les droits de 153 000 Québécois qui sont atteints par la maladie d'Alzheimer ou par un trouble neurocognitif majeur. Leur mission est de prévenir et d'alléger les conséquences de la maladie chez les personnes atteintes, mais aussi chez toute personne concernée de près ou de loin. Ils offrent entre autres de la formation, du soutien, de l'information, en plus de contribuer à la recherche. Donc, merci beaucoup aux gens de la Fédération d'Alzheimer de collaborer avec nous. Et notre deuxième partenaire, en fait, pour aujourd'hui, c'est l'Appui pour les proches aidants. C'est un organisme à but non lucratif qui agit en fait pour améliorer la qualité de vie des proches aidants partout au Québec. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais c'est près du quart de la population dans la province qui se dévoue au quotidien pour le bien-être d'un proche. Et souvent, ces personnes-là se retrouvent avec de grandes responsabilités et se retrouvent aussi souvent, malheureusement, un peu à bout de souffle. Donc, l'Appui offre aussi la ligne Info Aidant, qui est un service professionnel et gratuit d'écoute, d'information et de référence pour les proches aidants, mais pour leur entourage également. Les conseillers et conseillères aux proches aidants sont disponibles à tous les jours, 7 jours sur 7. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire appel à eux si vous en ressentez le besoin. Ça va leur faire plaisir de vous assister. Donc, maintenant, pour notre présentation principale, notre programmation principale du jour, en fait, on a un 2 en 1 pour le webinaire. Donc, on a une première partie avec Dr. Sylvie Belleville qui va vraiment décortiquer la mémoire pour nous et une deuxième partie qui porte plus sur les saines habitudes de vie en lien avec la santé du cerveau qui va être présentée par Charles-Émile Desgagnés-Cyr. Donc, je vous invite aussi au cours des présentations de nos deux panélistes à poser vos questions directement dans Zoom, dans la section questions et réponses. Puis, à la fin, on aura une période de questions où on essaiera là, ensemble de répondre au maximum de questions qu'on peut dans le temps qui nous est alloué. Donc, le tout devrait durer environ 1 heure. Donc, pour la première partie, on a le plaisir d'accueillir à nouveau Dr. Sylvie Belleville, qui est vraiment une sommité dans son domaine. Dr. Belleville est chercheur sur la maladie d'Alzheimer et spécialiste en neurosciences cognitives. C'est déjà le deuxième webinaire qu'on anime avec elle et vraiment, c'est toujours très intéressant. Donc, bienvenue, Dr. Belleville, puis sans plus tarder, je vous passerai la parole. Bonjour. Alors, bonjour à tous et merci à Lucilab, merci à ses partenaires pour cette invitation. On va parler de la mémoire qui est vraiment une fonction très importante pour nous tous parce que c'est par la mémoire qu'on s'identifie comme individu, qu'on est autonome dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est très important pour nous tous. C'est une des priorités de santé d'ailleurs des femmes et des hommes quand on vieillit. Donc, on va regarder ensemble ce que la science nous dit sur la mémoire et aussi ce que les psychologues, les neuropsychologues peuvent vous offrir comme stratégie pour bien favoriser la mémoire. Alors, prochaine diapositive. Alors, le premier message que j'aimerais que vous reteniez après cette présentation, c'est que la mémoire, c'est pas vraiment une mémoire, c'est plusieurs mémoires. Parce que si je vous pose des questions sur votre mémoire, je vais vous demander quelque chose comme
répéter un numéro de téléphone, par exemple, me raconter un événement ou des événements qui ont eu lieu hier. Vous demandez si vous avez du mal à retenir le nom de nouvelles personnes. Est-ce que vous connaissez bien la géographie du Québec ou du Canada? Est-ce que vous savez comment faire du patin? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris puis que vous savez encore? Mais tout ça, ce sont des questions qui vont porter sur votre mémoire. Puis vous voyez que c'est des choses très différentes. Puis c'est des choses qui sont affectées différemment aussi dans le cours du vieillissement. Donc, ce matin, on va voir un peu c'est quoi les types de mémoire qui, justement, vont vous aider à faire ces différents types d'activités. Prochaine diapositive. Donc, là, vous avez une espèce de graphique scientifique qui vous indique les noms des grandes mémoires et qui vous montre bien comment c'est pas la mémoire qu'on devrait dire, mais les mémoires. Et on va voir dans ce webinaire que toutes les mémoires n'ont pas la même sensibilité lors du vieillissement. Donc, commençons par la mémoire de travail. Donc, la mémoire de travail, prochaine diapositive, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la capacité qu'on a de maintenir de l'information temporaire, de façon temporaire pour juste quelques secondes ou un petit peu plus si on peut s'auto-répéter l'information dans notre tête. Donc, si on prend, par exemple, un exemple très simple, je vous donne une petite liste de chiffres et je vais vous demander d'essayer de mémoriser ça. Allons-y, on va faire un petit test ensemble. Oups, non, on cache ça. Merci. Oh. Alors, je vous les donne oralement. 4, 6, 3, 1, 8, 2, 9. Maintenant, tentez de les répéter tout de suite chez vous et on va voir maintenant, tu peux le montrer, Sophie. Voilà. Est-ce que vous avez bien répété cette liste de chiffres? Moi, je parie que la plupart d'entre vous avez bien pu mémoriser cette liste de chiffres. Eh bien, ça, c'est une tâche typique de mémoire de travail qu'on fait passer dans nos bureaux quand on est neuropsychologue. Prochaine diapositive. Alors, qu'est-ce que vous avez pu constater? C'est qu'en fait, on a une capacité qui est très bonne, mais qui est très limitée en quantité, qui est très limitée dans le temps. Et on utilise généralement le terme chiffre magique. La plupart d'entre nous, on va être capable de mémoriser un petit segment d'information comme ça. S'il y en a à peu près 7, plus ou moins 2. Hein, il y en a qui sont un petit peu mieux avec 5, d'autres peuvent même aller jusqu'à 9. Puis, c'est pas ce qui est un peu, vous avez sûrement remarqué, ça ressemble au numéro de téléphone. Ben oui, parce que le numéro de téléphone, il est justement de la taille de ce chiffre magique et ça nous indique que le numéro de téléphone, il est juste parfait pour justement notre mémoire de travail. On nous dit un numéro de téléphone, on va le mettre dans notre mémoire de travail avant d'aller l'écrire dans notre petit agenda ou dans notre livre d'adresse. Mais ce qui est particulier, c'est que quand vous entendez ce que je viens de dire, quand vous lisez ce qui est sur la diapositive, tout ça va chasser la série de chiffres que je vous ai dit. Et si je vous redemande quelle était la série de chiffres, c'est possible que vous avez oublié. Et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est une mémoire qui est très brève et qui est sensible à l'interférence. Donc, si on prend la prochaine diapositive, voilà la liste de chiffres que je vous avais présentée. Et ça vous illustre que si on met de l'information dans cette mémoire de travail, ben, ça va chasser ce qui y était précédemment. Donc, c'est une mémoire qui est à court terme, c'est très utile, en fait, dans la vie de tous les jours. Prochaine diapositive, évidemment pour se souvenir d'un numéro de téléphone avant d'aller l'écrire dans notre cahier d'adresse, mais aussi pour faire du calcul mental, par exemple. Vous devez maintenir les chiffres dans votre tête quand vous faites des calculs complexes, mais vous avez aussi probablement besoin de votre mémoire de travail quand vous prenez des notes, par exemple, tout en m'écoutant, parce que vous devez maintenir ce que je dis alors que vous écrivez en même temps. Donc, tout ça, c'est une mémoire brève, mais c'est une mémoire importante. Prochaine diapositive, et elle est située ici, là. Donc, je vous le montre sur moi, mais vous l'avez sur la diapositive. Elle est plus au niveau des régions frontales du cerveau. Vous allez voir que les différentes mémoires ne sont pas toutes localisées au même endroit du cerveau, et c'est pour ça qu'elles ne sont pas nécessairement toutes affectées de la même manière par les maladies ou par le vieillissement. Prochaine diapositive. Alors maintenant, parlons de la mémoire
épisodique. Ça, c'est vraiment, quand on parle de mémoire, on parle généralement, entre nous, on parle de mémoire épisodique. Prochaine diapositive. Alors, c'est quoi la mémoire épisodique? C'est tous les événements personnels dont on se souvient, puis qu'on place dans leur contexte, c'est-à-dire on sait cet événement-là, où il a eu lieu, on sait quand il a eu lieu. Donc, si je vous demande, par exemple, rappelez-moi un événement particulier qui a eu lieu pendant le jour de votre mariage. Vous allez probablement faire une petite recherche et vous allez me raconter un événement qui vous est personnel, comme par exemple, moi, je me souviens qu'il y a mon oncle qui s'était un peu mélangé, puis il avait demandé à mon conjoint s'il pensait que mon conjoint, c'était lui le propriétaire du restaurant. Donc ça, c'est un souvenir que j'ai qui est très fort, je le vois encore, je sais quand ça a eu lieu, j'ai tout le contexte. Ça, c'est une mémoire épisodique. Prochaine diapositive. Alors, la mémoire épisodique, elle est relativement fragile. On va le voir tout à l'heure, elle n'est pas parfaite et plusieurs personnes vont se demander, mais pourquoi? C'est un peu plate, c'est un peu dommage. Pourquoi est-ce qu'on oublie? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une représentation parfaite de tous nos événements? Ce serait probablement pas utile d'avoir une mémoire parfaite parce que c'est important, c'est bien qu'on puisse se souvenir que des choses importantes. Mais il reste que la mémoire va se décliner dans le temps, donc elle va se décliner dans le temps tout simplement parce que la trace, un peu comme un château de sable, finalement, s'affaiblit avec le temps et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Parfois, on oublie, c'est pas tellement qu'on oublie, c'est qu'on a carrément mal mis dans notre mémoire, on a mal encodé. Je vais vous dire tantôt comment on peut favoriser un meilleur encodage. Si on met mal dans sa mémoire, on ne va pas se souvenir de l'information, c'est évident. Puis il y a des conditions qui font qu'on encode bien ou qu'on encode moins bien. L'autre raison pourquoi on oublie, c'est parce que la mémoire, elle est sujette à ce qu'on appelle des effets d'interférence. Donc, si vous avez plein d'événements qui ont lieu après l'événement important, s'il y a plein d'événements, des choses similaires, vous allez avoir tendance, votre mémoire, elle n'est pas capable de bien distinguer l'événement de tous les événements qui ont un cours autour ou alors qui sont trop similaires. C'est ce qu'on appelle l'interférence. Et l'autre raison, c'est l'impossibilité de reproduire le contexte d'apprentissage. Tantôt, ce qu'on a vu, c'est que quand on essaie de se souvenir de quelque chose, on va essayer de penser au contexte qu'il y a autour de cet événement. Et puis, des fois, on a du mal à le reproduire. Et ça va faire en sorte qu'on n'a plus le petit fil qui nous permet de retourner vers notre souvenir. Prochaine diapositive. Alors, récupérer est aussi un élément très important. Par exemple, si je vous demande de vous rappeler ce que vous avez fait cet avant-midi avant le webinaire, ou si je vous demande de vous souvenir de ce que vous avez fait la semaine dernière, mardi dernier, mardi matin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Prochaine diapositive. Bien, vous allez vous auto-indicer. Une bonne façon de récupérer, c'est de se dire, bon, OK, dans quelle pièce est-ce que j'étais? Qui était avec vous? Qu'est-ce que la personne avec qui j'étais portait? Quelle heure était-il? Quel était mon objectif? Comment je me sentais? Vous voyez ici, une façon de bien retrouver un événement, c'est de s'auto-indicer. Ça, c'est vraiment très important parce que ça nous permet justement de récupérer tous les contextes, le contexte autour de l'événement qui fait que justement les petits fils qui nous amènent à l'événement vont nous guider vers notre souvenir. Prochaine diapositive. Est-ce que la mémoire est fidèle? Est-ce que la mémoire est passive? Est-ce qu'elle est fidèle? La réponse, c'est non. Vous avez tous l'expérience, vous savez, on est avec notre sœur, puis on parle d'un événement particulier, puis on a l'impression que ces quand on se remémore ça chacune, on a l'impression qu'on n'a pas vécu la même chose. Ce dont elle se souvient, c'est pas vraiment ce dont je me souviens. Et c'est pas parce qu'il y en a une qui ment ou qu'est-ce que c'est que ça. Non, c'est un phénomène qu'on connaît maintenant et qui est très fréquent et qui indique que
dans le fond, la mémoire, quand on essaie de récupérer une information, il y a tout un processus de reconstruction qui va reposer sur nos attentes, sur nos connaissances, sur comment on se définit. Et ça agit pendant toute la vie. Chaque fois qu'on se remémore un événement, on le reconstruit en quelque sorte. Et ça peut faire en sorte qu'un événement va tranquillement se modifier un petit peu. Prochaine diapositive, on va faire une petite illustration de ça. Ça, c'est une façon expérimentale qu'on a eue de montrer la reconstruction de la mémoire, puis ça va vous illustrer un peu ce qui se passe et comment c'est fort comme phénomène. Alors ici, je vous demande de mémoriser cette liste de mots. Je vous la lis. Hiver, chaud, glace, neige, chaleur, gelée, glacial, nord, rigueur, vent, désagréable, frisquet, manteau. Bon, là, une prochaine diapositive. Est-ce que ces mots étaient présents dans la liste? Est-ce que le mot cheval était présent? Je vous laisse répondre. Est-ce que le mot hiver était présent? Est-ce que le mot gelé était présent? Est-ce que le mot froid était présent? Je vous laisse répondre. OK, on passe à la prochaine diapositive. Revoici la liste. Vous voyez que cheval n'était pas présent. Je suis presque sûre que pas mal d'entre vous avez eu une bonne réponse si vous avez dit non, cheval n'était pas présent. Pourquoi? Parce que vous voyez quelque chose de particulier avec cette liste, c'est que tous les mots sont reliés. Et cheval n'est pas du tout relié à ce qui est présent là. Donc, en général, les gens vont noter que cheval n'était pas présent. Ils vont bien... Est-ce que vous avez noté qu'hiver, est-ce que vous vous souvenez bien d'hiver et de gelée? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais là où je suis pas mal sûre, c'est qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont dit que froid était présent. Regardez, est-ce que froid était présent? La réponse, non, froid n'était pas présent. Mais pourquoi est-ce qu'on a cette impression que froid était présent? C'est que tous ces mots sont liés à froid. Et que quand vous essayez de vous ressouvenir de la liste de mots, le mot froid, c'est comme s'il était là. Donc ça montre comment nos connaissances du fait que tous ces mots sont reliés vont venir influencer notre mémoire puis créer ce qu'on appelle un faux souvenir, reconstruire un peu la liste. Donc ça, c'est pour vous illustrer combien la mémoire est quelque chose qui est qui se construit et qui n'est pas, c'est pas un enregistreur. Hein? On n'a pas ici un enregistrement parfait de la réalité. Et en quelque sorte, c'est très bien parce que ça nous permet d'aller se souvenir des éléments importants. Prochaine diapositive. Mais des fois, évidemment, ça nous amène à faire des petites erreurs. Juste ici, c'est pour vous indiquer que la mémoire épisodique, elle est située profondément dans le cerveau, dans une région qui s'appelle le système limbique et l'hippocampe, qui est une région importante parce que c'est la région qui est d'abord affectée dans des maladies comme la maladie d'Alzheimer. Donc, d'abord, ces régions-là vont nous permettre d'encoder l'information, puis après, au fur et à mesure qu'on va consolider cette information, la répéter, elle va être maintenue dans l'ensemble du cerveau. Ça, c'est ce qu'on pense qui est le substrat neuronal de la mémoire. Prochaine diapositive. Alors, mémoire épisodique, c'est sûr que c'est une mémoire importante. C'est la première qui atteint dans la maladie d'Alzheimer. C'est une des plaintes les plus fréquentes dans le vieillissement normal. Son souvenir du nom d'une personne, se souvenir d'une conversation, des détails d'une conversation. Se souvenir des choses à faire parce que la mémoire épisodique, c'est aussi être capable de se souvenir que je devais faire quelque chose à 3 heures, par exemple. Mais il faut quand même savoir que dans le vieillissement normal, même si on s'en plaint beaucoup en vieillissant, quand on compare les jeunes et les âgés, ce n'est pas une diminution gigantesque. Hein. C'est assez peu. Si on prend, par exemple, la différence entre le rappel sur une liste de 12 mots, le rappel des jeunes et des âgés, les jeunes vont avoir 2 mots de plus peut-être que les âgés. C'est pas gigantesque. Hein? Mais c'est sûr que dans certaines circonstances, ça va nous affecter, surtout dans les circonstances où on ne sait pas bien auto-indicer, où on n'a pas bien encodé l'information, ou alors quand on encode en attention divisée, par exemple. Et c'est très important de souligner aussi combien la mémoire est autobiographique, celle qui contient tous nos souvenirs personnels. C'est vraiment quelque chose d'important. Il faut cultiver ça.
une source de plaisir. Hein? Réévoquer des souvenirs ensemble, c'est extrêmement important. Parlons maintenant de la mémoire sémantique et de la mémoire procédurale, parce que c'est deux mémoires qui sont très résistantes au vieillissement. Alors, la mémoire sémantique, essentiellement, c'est nos connaissances acquises. Donc, je sais, par exemple, que la capitale du Canada, c'est Ottawa. Je sais que la capitale de la France, c'est Paris. Je sais comment écrire le mot « monsieur ». Donc, toutes nos connaissances sur le monde, sur le langage, sur les pays, le vocabulaire, tout ça, c'est notre mémoire sémantique. Et c'est très important. Prochaine diapositive. Parce que ce qu'on sait et ce qui devrait nous réjouir, c'est que la mémoire sémantique, les connaissances, ça augmente avec l'âge. Vous avez à gauche un graphique qui montre la diminution de la mémoire épisodique et à droite, vous avez le graphique qui montre, quand on teste des gens de différents groupes d'âge, combien la mémoire sémantique, nos connaissances en fait, s'augmentent, s'améliorent avec l'âge, si bien que parfois, souvent même, les personnes très âgées vont être meilleures que des jeunes sur des tâches de mémoire sémantique. Donc ça, c'est important. Puis, ça va pas juste, c'est pas juste la connaissance des capitales, hein, c'est vraiment aussi l'expertise, le jugement, la capacité à juger d'une situation complexe, d'avoir une vue d'ensemble, la sagesse. Les meilleurs chercheurs, les grands politiciens, les juges, ce sont tous des gens qui sont plus matures. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont accumulé tout un bagage qui les aide à juger des situations complexes. Prochaine diapositive. Alors, c'était pour vous montrer où se situe la mémoire sémantique. On pense qu'elle est plus dans cette région ici au niveau temporal, mais elle est aussi probablement largement distribuée. Et on va finir par la mémoire procédurale, qui est vraiment la mémoire qui s'exprime par le corps. Hein? C'est savoir faire du vélo, apprendre le piano, mais aussi apprendre à utiliser une tablette. Vous êtes tous sur Internet, vous avez tous appris ça. C'est un type de mémoire qui change assez peu avec l'âge. Quand on a appris à faire du ski, on a peut-être des problèmes musculaires, mais on va rester bon dans la façon de faire nos virages. Même chose pour l'apprentissage du tango. C'est une mémoire qui va être très résistante avec l'âge. Prochaine diapositive. Donc, c'était pour vous montrer que c'est une mémoire aussi qui est située dans d'autres régions, au niveau du cervelet, et c'est étonnant, qu'il y ait une espèce de petit cerveau à la base du cerveau, et puis au niveau des noyaux gris centraux. Alors, rapidement maintenant, comment bien mémoriser? Prochaine diapositive. D'abord, portez attention. Il n'y a rien qui va rentrer si on n'a pas porté attention aux choses. Donc, ça, c'est la première étape. Il faut canaliser son attention. Il faut s'arrêter. Il faut être conscient. Il faut percevoir activement. Extrêmement important. Éviter certains bruits de fond, si possible. Éviter de mémoriser, de faire deux choses en même temps. Si vous devez vraiment mémoriser quelque chose, concentrez-vous là-dessus. Ça, c'est la première étape. C'est essentiel. Prochaine diapositive. Bien mettre en mémoire. Je vous ai dit l'importance de l'encodage. Il faut encoder avec profondeur et richesse. Si vous traitez l'information de façon profonde, elle va être mieux mémorisée. Donc, reliez l'information à des choses que vous connaissez, faites des liens. Regroupez aussi selon un sens. Par exemple, vous avez une liste de courses, regroupez-les, les fruits, légumes ensemble, la viande ensemble, les conserves ensemble, ce type de choses. Apprendre par étapes. On sait, on le dit à nos enfants, il ne faut pas apprendre tout en même temps parce on va être bon sur le coup, mais on ne va pas garder à long terme. Et ça, c'est bien montré que si, par exemple, vous devez apprendre le nom d'une nouvelle personne, répétez-vous-le à intervalles, en augmentant graduellement les intervalles. Répétez-vous-le dans votre tête et ça va vous aider à mémoriser. Double codage, parfois visualiser en même temps qu'on regarde le mot écrit, c'est aussi très utile. Utiliserez l'imagerie visuelle. Moi, j'utilise beaucoup ça dans ma vie de tous les jours. Faire une image avec les choses qu'on essaie de mémoriser. Et évidemment, quand on essaie de retrouver l'information, on s'auto-indice. On se donne des indices liés au contexte. Et se faciliter la vie et être organisé.
ce n'est pas de rendre votre mémoire paresseuse qu'utiliser un agenda. Un agenda bien organisé que vous consultez régulièrement, ça peut être extrêmement bénéfique parce que ça réduit votre stress, ça fait en sorte que vous êtes moins perturbé par le fait d'avoir oublié, puis vous pouvez à ce moment-là consacrer votre mémoire à des choses plus difficiles à mettre dans un agenda, comme le nom d'une personne, par exemple. Le calepin près du téléphone, les alarmes, mettre à la vue les indices pour les choses qu'on a à faire. Tout ça, c'est des petits trucs qui vont vous faciliter la vie et vous permettre de vous sentir plus efficace et moins stressé avec les activités de mémoire. Prochaine. Alors, un mot sur les ennemis et les amis de la mémoire, mais on va en parler tout à l'heure. Les ennemis de la mémoire, évidemment, l'anxiété, le stress, la dépression, c'est sûr que ça aide pas notre mémoire. La fatigue, le manque de sommeil non plus. On le sait, le lendemain d'une nuit difficile, on est moins efficace au niveau de notre mémoire. L'alcool en trop grande quantité, c'est un ennemi de notre mémoire. Ça atteint directement la structure du cerveau qui s'occupe de la mémoire épisodique et de la mémoire de travail. Certains médicaments vont avoir un effet sur la mémoire qui n'est pas bon. Parlez-en à votre médecin. Des problèmes sensoriels. On sait que si on a des difficultés à bien comprendre, on ne va pas nécessairement mémoriser parce qu'on encode moins bien, évidemment. Et les maladies cardiovasculaires sont aussi pas très bonnes pour le cerveau. Donc, l'hypertension, il faut la traiter, il faut utiliser vos médicaments, il faut en parler à votre médecin. Prochaine diapositive. On a des amis pour la mémoire aussi. On va en parler encore tout à l'heure, mais activité physique, alimentation variée et saine, se garder intellectuellement actif, continuer d'apprendre tout au long de sa vie, avoir un réseau social positif, pas obligé d'être gigantesque, mais qui soit avec des gens significatifs avec qui vous pouvez partager des choses et contrôler vos facteurs de risque vasculaire, ce sont des amis de la mémoire. Merci, Dr. Belleville. C'était très éclairant. Puis c'est vraiment fascinant de voir qu'il y a plusieurs types de mémoires différentes qui existent et pas seulement un seul type de mémoire. Donc, on a reçu quelques petites questions là, durant la présentation, mais on va juste les garder pour la fin. Donc, on ne vous oublie pas, on y revient. Je vous présente notre deuxième panéliste pour aujourd'hui, qui est mon collègue Charles-Émile Desgagnés-Cyr. Si vous êtes capable de mémoriser son nom jusqu'à la fin de la présentation, vous avez tous 10 points en extra. Donc, Charles-Émile est kinésiologue et conseiller en saines habitudes de vie chez Lucie. Et il va nous parler un peu plus spécifiquement des habitudes de vie qui sont favorables à la santé du cerveau. Donc, Dr. Belleville les a évoquées un petit peu, mais là, on va vraiment se plonger dans le vif du sujet. Donc, Charles-Émile, je te passe le bâton de la parole. Merci, Sophie. Bonjour à tous, bonjour aux partenaires, puis merci, Dr. Belleville, pour votre présentation captivante. Alors, en effet, dans cette deuxième section, on va voir ensemble comment les trois habitudes de vie que Dr. Belleville a mentionnées, combinées à 4 stratégies gagnantes ou des trucs pour adopter des habitudes de vie durables, peuvent nous aider à favoriser le maintien d'un cerveau en santé. Et donc, comment ces habitudes-là peuvent aider à réduire le risque ou à prévenir le développement donc de la maladie de l'Alzheimer, jusqu'à 40% donc, des cas qui sont potentiellement attribuables donc, au mode de vie. Donc, une belle occasion d'agir en prévention. Alors, on va débuter par le premier domaine que Dr. Belleville a mentionné, l'activité physique. Avoir un mode de vie physiquement actif peut donc aider à prévenir, à réduire les risques donc, de développer la maladie d'Alzheimer. On sait l'activité physique, c'est bon pour le corps, ça nous fait sentir bien, ça nous aide aussi à prévenir certains problèmes métaboliques comme le diabète, l'hypertension, l'ostéoporose. Ça nous aide aussi à maintenir une masse musculaire, à garder un bon cardiovasculaire, mais ça l'aide aussi le cerveau à rester en santé. Alors, pour catégoriser, si on veut, les activités physiques, on a créé une pyramide et on a divisé l'activité physique en 3 familles. La première famille est celle des activités de coordination et souplesse. Donc, on y retrouve
le yoga, les exercices en flexibilité qu'on peut faire au sol à la maison comme en programme d'entraînement. Bref, les exercices, on peut penser aussi au programme PIE, qui est une initiative québécoise pour travailler l'équilibre. Alors, ces exercices et ces entraînements, ces activités vont nous permettre de travailler notre équilibre, travailler notre souplesse et par le fait même réduire le risque de chute, permettre une plus grande capacité d'amplitude de mouvement, nous garder donc bien vivants et autonomes dans nos activités de la vie quotidienne. En plus de ça, souvent ces activités-là vont nous apporter un moment de détente, de calme et de diminution du stress que parfois la vie quotidienne nous entraîne. Le deuxième bloc, celui du centre, est celui des activités musculaires, donc qui est notre deuxième catégorie. Cette famille d'activités comporte entre autres, bien sûr, l'entraînement avec des haltères ou avec notre poids corporel, avec des élastiques pour travailler donc nos muscles. Elle comporte aussi des activités plus sportives comme le Pilates, qui est un programme d'entraînement en groupe ou individuel, des activités plus sportives aussi comme l'escalade, si on peut l'imager, mais également des activités de la vie quotidienne quand on pense au jardinage ou à des trucs comme pour le temps de la saison, de préparer la cour, de ramasser les feuilles et tout, qui peut parfois nous faire travailler fort nos muscles. Donc, à la fois des activités sportives, mais aussi des activités de la vie quotidienne. Ces activités vont solliciter nos muscles, vont solliciter aussi nos os, vont donc permettre un maintien de la masse musculaire, de la force, de la densité osseuse et encore une fois, avoir un impact sur notre autonomie, sur nos capacités à exécuter des tâches de la vie quotidienne, en plus de nous amener plein de bons nutriments, bref, dans tout le corps, mais aussi dans le cerveau. Le dernier bloc est celui peut-être le plus connu ou le plus pratiqué des activités cardiovasculaires. Donc, bien sûr, on pense à la marche sous toutes ses formes, mais également aux activités sportives comme le tennis, la natation, le vélo, la danse, également plusieurs activités que l'on peut faire style jeu libre, là, quand on pense au temps actif avec les petits-enfants. Donc, toutes des occasions de faire travailler fort nos poumons dans des activités qui peuvent être donc plus essoufflantes, qui donc nous font travailler fort d'un point de vue du cœur, du poumon, amenant le sang partout dans le corps, dont le cerveau. Donc, c'est comme un vent de fraîcheur pour le cerveau. Ça nous amène plein de nutriments, de l'oxygène, ce qui est excellent donc pour bien alimenter nos neurones. Donc, ces trois activités, ces trois catégories d'activités, on peut les pratiquer dans toutes les intensités. On peut pratiquer des activités physiques à intensité légère, à intensité moyenne ou à intensité élevée. On peut penser, entre autres, à la marche. On peut marcher à pas plus légers, un rythme que l'on pourrait maintenir pendant plusieurs heures, par exemple. On peut aussi marcher à un rythme un peu plus soutenu où la transpiration commence à se faire ressentir, où notre fréquence cardiaque augmente, et également à une intensité élevée, peut-être avec une pente soutenue ou un pas très, très rapide où la fréquence cardiaque augmente beaucoup, la transpiration est ressentie, même au niveau de la parole, ça devient plus difficile d'entretenir une conversation. Alors, à ce moment, on se retrouve davantage dans une intensité élevée pour une même activité pratiquée, donc qui est la marche. Alors, pourquoi je précise ça? C'est parce qu'on vous encourage donc, dans le cadre de la vie quotidienne, à passer donc d'un temps sédentaire, notre petit triangle orange qui représente un personnage assis, on vous encourage de basculer du temps sédentaire vers du temps actif, que ce soit les intensités légères, comme se lever en ce moment. Je fais la présentation d'aujourd'hui debout pour éviter d'être trop assis tout au long de la journée. Mais ça peut être aussi de prendre une pause au dîner et après avoir mangé, de prendre un 15-30 minutes pour aller faire une activité physique, par exemple à intensité moyenne, d'aller faire une marche à un bon pas avec un bon sentiment d'essoufflement.
Donc, l'idée, c'est de saisir des occasions, comme pour aller remplir un verre d'eau, ou bref, là, j'arrête mes exemples, mais de trouver des occasions pour diminuer le temps assis et être actif physiquement, quelle que soit l'intensité choisie. Toutes les intensités sont recommandées. Euh, Ceci étant dit, dans la semaine, la science nous encourage à cumuler durant la semaine 150 minutes d'activité physique à intensité moyenne ou 75 minutes d'activité physique à intensité élevée. Donc, bien que chaque minute d'activité physique compte puis est bénéfique, au cours de la semaine, on vous encourage à trouver des occasions pour donc cumuler ces minutes dans les intensités moyennes et élevées, puis considérant qu'il y aura plusieurs autres minutes qui vont aussi être dans les intensités légères. On vous encourage aussi à vous attendre vers cette recommandation-là progressivement. Donc, si vous êtes déjà à 100, 120 minutes d'activité d'intensité moyenne, on vous encourage à progresser vers le 150 minutes. Si vous êtes davantage dans des intensités légères, on vous encourage à tranquillement ajouter quelques minutes d'intensité moyenne ou bien à augmenter votre nombre de minutes générales d'activité physique. Donc, l'approche des petits pas, tranquillement augmenter votre fréquence. Par exemple, on peut se donner comme premier objectif de faire 3 marches par semaine de 30 minutes à intensité moyenne, puis progressivement, au fil des semaines et des mois, augmenter à 4, puis à 5 pour atteindre le 150 minutes qui est notre recommandation. On vous encourage aussi à diversifier les activités, donc à travailler, à être actif dans les trois catégories d'activités, à trouver des activités dans lesquelles vous avez un plaisir à les pratiquer, peut-être des activités où vous rencontrez des gens qui sont sociales, et donc, comme je viens de dire, à y aller progressivement dans la durée puis dans les intensités. Le deuxième domaine, donc, que Dr. Belleville a mentionné tantôt et qui est recommandé donc, pour favoriser nos chances de prévenir la maladie d'Alzheimer par un mode de vie sain est celui de l'alimentation. Et celui de l'alimentation qui est même inspiré d'une approche quand même bien connue, qui est l'approche méditerranéenne. Alors, cette approche, elle est constituée d'une base d'aliments que l'on va mettre dans l'assiette pratiquement à tous les repas ou chaque jour, puis le tout bonifié d'aliments que l'on va mettre dans la semaine plusieurs fois, donc la catégorie du centre, puis il y a donc une catégorie d'aliments avec laquelle on va accorder une place moins importante, qui est la catégorie du haut. Si l'on débute avec alors la catégorie du bas que l'on va introduire chaque jour dans notre assiette puis dans notre menu de la journée, on y retrouve les légumes et les fruits. On vous encourage donc à laisser une grande place aux légumes et aux fruits dans votre assiette. Ça pourra représenter jusqu'à 50 de votre assiette. Pour ceux qui la connaissent, l'assiette équilibrée nous le montre bien. On vous encourage ainsi à diversifier les couleurs, les textures, si ça va être cru ou cuit, donc de vraiment diversifier les fruits et les légumes que vous allez consommer. On a quelques chouchous pour certaines catégories. Dans le cadre des légumes, on vous encourage à mettre à l'assiette les légumes verts feuillus foncés qui vont être très riches en vitamine K, une vitamine favorable à la santé du cerveau. Donc, ça peut être sous forme de kale en salade, ça peut être avec les épinards, que ce soit intégré dans une omelette ou dans un mets. Bref, de trouver des occasions d'intégrer les légumes verts feuillus à votre menu de la semaine. Pour les fruits, tous les fruits sont encouragés, bien évidemment. Les fruits de saison aussi. Si on a un petit chouchou, ce sera les petits fruits qui sont riches en antioxydants. Encore une fois, les antioxydants sont favorables à la santé du cerveau. Donc, on vous encourage à les intégrer à votre menu quotidien ou hebdomadaire, que ce soit frais ou congelé dans les périodes moins propices au Québec.
donc de les mettre au menu et de les mettre sur la liste d'épicerie. Un autre aliment chouchou de l'approche méditerranéenne est donc les produits laitiers et les substituts. On peut penser au fromage, au yogourt, au lait et à leurs substituts, dont le lait de soya, donc qui vont nous apporter nutriments, protéines, calcium, vitamine D. Donc, que l'on encourage à mettre en quantité intéressante dans votre quotidiennement, là, dans votre planification des repas et des collations. Et pour poursuivre, on retrouve dans cette base les grains entiers, donc les produits céréaliers à grains entiers. On peut penser notamment à l'avoine, au quinoa, au maïs, à l'orge, au blé. Ce que l'on vous encourage à faire, comme pour le pain, c'est à progressivement mettre le pain de grains entiers dans votre assiette au détriment du pain qui sera de source raffinée, donc pour laquelle une forte quantité de nutriments, de bienfaits qui vont être retirés donc de la confection de ce pain. Ce sera la même chose pour les autres céréales, donc si possible, trouver des occasions d'utiliser et de consommer les grains entiers. Finalement, la dernière section est celle donc, des corps gras, des huiles. Donc, l'huile d'olive qui est un emblème de l'approche méditerranéenne. On vous encourage donc à l'utiliser, que ce soit pour la cuisson, la vinaigrette, les marinades, donc d'utiliser l'huile d'olive dans vos préparatifs. On a la chance au Canada d'avoir le canola, qui est l'huile de canola, qui est une huile similaire à celle de l'huile d'olive, donc qui est très favorable à la santé du cerveau et qui va avoir bien souvent un coût moins élevé pour aussi un goût moins prononcé pour ceux qui aiment moins le goût de l'huile d'olive. Si on poursuit donc dans la portion du centre avec les aliments à intégrer à chaque semaine, on y retrouve les légumineuses, donc que ce soit les pois chiches, le tofu, les lentilles. On vous encourage à mettre des légumineuses dans vos assiettes. C'est une excellente source de protéines et de fibres à bon coût. Même chose donc pour le poisson que l'on vous encourage à mettre à l'assiette, que ce soit congelé, en conserve ou frais. Le poisson, particulièrement les poissons gras qui sont un peu nos chouchous. On peut penser au saumon, au maquereau, à la truite. Ce seront des poissons qui vont avoir une teneur intéressante en oméga 3, favorable encore une fois à la santé du cerveau. Juste à côté se situent les noix, donc les noix que l'on vous encourage à consommer en collation, dans les salades, en beurre, les noix, dont la noix de Grenoble, qui est encore une fois une noix avec des propriétés fort intéressantes en teneur en bons ingrédients, là, en bons gras, va être favorable à la santé du cerveau. On peut donc la prendre en collation. C'est quelque chose qui est assez passe-partout. Et sur le dessus, on retrouve la volaille, dans le fond, le poulet, la dinde, les œufs, que l'on vous encourage à utiliser comme substitut à la viande rouge. Qui est donc une source animale de protéines, mais qui va être moins grasse que la viande rouge. Finalement, dans la portion du haut, pour ce qui est à consommer en moins grande quantité ou à accorder une moins grande place dans votre alimentation, on retrouve les boissons sucrées, on retrouve la viande, les charcuteries, la restauration rapide. Malheureusement, ces aliments perdent leurs nutriments, leurs propriétés lorsqu'ils sont transformés. Pour ce qui est de la viande rouge, on retrouve une concentration élevée en gras trans. Donc, c'est des aliments avec lesquels on vous encourage à accorder une moins grande place dans votre alimentation. On vous encourage par le fait même à prioriser l'eau comme boisson de choix, à consommer du vin avec modération si vous prenez de l'alcool. Bref, si vous consommez du vin ou de l'alcool, à le faire avec modération.
à prendre le temps de savourer les aliments, puis à prendre le temps aussi de cuisiner, puisque lorsque l'on cuisine, on limite le nombre de produits transformés quasi automatiquement. Par la suite, notre troisième ami du cerveau est les activités intellectuellement stimulantes. Pour cette catégorie, on a fait une représentation en 4 familles. Donc, Lucie a confectionné 4 familles d'activités intellectuellement stimulantes qui sont les suivantes. Alors, comme première, on retrouve les activités éducatives. On peut penser aux formations académiques, à la lecture, à suivre des cours en ligne. Ensuite, les activités créatives, dont la musique, l'art, la menuiserie. Les jeux et les entraînements cérébraux. Donc, on peut penser aux jeux de table, aux jeux en ligne, aux jeux papier comme un sudoku, un mot croisé. Et finalement, la vie sociale et culturelle, donc les activités sociales comme joindre un club de marche, faire du bénévolat, les activités culturelles comme la visite de musée, d'aller voir un spectacle. Ces différentes activités vont permettre de stimuler le cerveau de différentes façons, que ce soit pour l'attention, la mémoire, la vitesse de réaction, la planification. Donc, toutes des façons différentes l'une de l'autre de travailler votre cerveau et de lui permettre de maintenir ses capacités et donc de les garder actives tout au long de la vie, comme Dr. Belleville disait un petit peu plus tôt, de se garder intellectuellement stimulé. Pour ces activités intellectuellement stimulantes, on vous encourage à pratiquer différentes activités, donc à diversifier les activités et diversifier les familles. Donc, d'avoir peut-être 7-8 activités différentes et de les pratiquer plusieurs fois dans la semaine. Donc, progressivement, d'avoir une fréquence d'activité qui augmente peut-être. On peut penser à faire un sudoku, commencer par une fois semaine, puis si on y prend plaisir et c'est quelque chose qui nous plaît, trouver des occasions pour en faire une deuxième fois, puis une troisième fois dans la semaine. Donc, de diversifier les activités et de les répéter quelques fois, ces mêmes activités-là, au cours de la semaine. Alors, maintenant que l'on connaît, si on veut, ce qui est recommandé, on aurait 4 stratégies ou plutôt 4 étapes que l'on vous propose pour, dans le fond, bien intégrer ces activités dans notre routine quotidienne. Alors, la première étape sera d'établir un portrait clair de la situation actuelle, donc de notre État. Si on prend l'exemple de France, que l'on peut imaginer dans l'image, France répond à des questions qui portent sur ses habitudes et réalise donc qu'elle a des changements à apporter en alimentation. Elle souhaite diminuer sa viande rouge puis augmenter sa quantité de poisson. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire une fois qu'elle a un portrait clair de sa situation actuelle? C'est qu'elle va se donner des objectifs qui sont SMART, donc qui sont spécifiques, qui sont bien mesurables, des objectifs qui sont atteignables pour elle, des objectifs qui sont réalistes puis pertinents et qui vont être définis dans le temps. Par exemple, elle va décider de réduire de 2 fois par semaine sa quantité de viande rouge pour la remplacer par du poisson, quelque chose qui lui trottait dans la tête depuis longtemps. Elle va donc faire une fois du thon en salade, puis de la truite congelée qu'elle va décongeler pour un souper lors d'un repas de semaine. Elle se donne donc des objectifs qui sont clairs, avec des quantités bien déterminées. C'est atteignable pour elle. Elle a les connaissances et le matériel pour le faire. Puis, elle se donne 1 mois pour bien pérenniser cet objectif-là avant de peut-être progresser vers 3 portions. Alors, elle y va aussi une étape à la fois. Même si elle vise 3, elle se donne comme premier objectif de développer une habitude de 2 fois par semaine pour commencer.
La troisième étape, ce sera de bien déterminer pourquoi elle fait ces changements-là, quelles sont ses motivations. Alors, France, qui est sur le bord de sa retraite, ses enfants ont quitté la maison, elle veut profiter de la vie, elle veut profiter de sa retraite, elle veut réduire les risques de développer la maladie de l'Alzheimer, mais aussi l'hypercholestérol, qui est quand même quelque chose que son médecin surveille avec elle. Elle comprend comment l'alimentation peut avoir un facteur sur ces deux enjeux de santé. Puis, elle veut vraiment rester allumée, puis en santé pour profiter de la vie, profiter de ses petits-enfants qui vont bientôt arriver. Donc, elle a des motivations grandes, dans le fond, familiales. Ce sont ses principales motivations. Elle va aussi établir quels sont les obstacles, quelles sont les embûches qui peuvent venir en cours de route, en cours de ce mois à venir. Entre autres, elle n'a pas les réserves pour subvenir à ces 2 portions de poisson par semaine pendant le prochain mois. Donc, elle va mettre sur sa liste d'épicerie d'acheter les quantités suffisantes de thon bref, de poisson pour ne pas manquer de poisson pour les prochaines semaines pour ses repas. Elle va aussi réaliser que si elle ne le planifie pas comme il faut dans la semaine, il y a des fortes chances qu'elle oublie ou qu'elle passe à côté. Donc, elle va planifier les lundis midi pour le thon, puis le mercredi soir pour la truite au four, pour être certaine qu'elle n'oublie pas de bien implanter son objectif qu'elle débute durant ce premier mois, pour lequel il y a quand même un risque qu'elle ne réussisse pas puisque c'est quelque chose de vraiment nouveau. Alors, le fait d'avoir tous les ingrédients à la maison et de l'avoir mis à l'horaire sont pour elle des solutions à ces 2 obstacles qu'elle a envisagés. Elle a donc une situation actuelle claire, des objectifs SMART. Elle a bien établi ses motivations et elle a bien détecté quels pouvaient être les obstacles et comment les solutionner. Donc, elle part cet objectif et ce mois en force, avec confiance qu'elle va réussir à implanter cette nouvelle habitude-là bonne pour elle. Merci, Charles-Émile, pour ce survol assez complet, ma foi, des 3 domaines favorables à la santé du cerveau. Donc, je vous invite aux 2 panélistes de peut-être allumer votre caméra et votre micro parce que je vais vous lancer des questions du public. Donc, merci à tous ceux qui en ont posé. On a eu vraiment des excellentes questions. Donc, je vais commencer avec une question pour Dr. Belleville. Donc, on a quelqu'un qui se demande où se place la mémoire des émotions dans la mémoire à long terme. Quelle belle question, quelle belle question. Moi, je dirais 2 éléments. D'abord, la mémoire des émotions, ça fait partie du contexte. Par exemple, vous avez vécu un événement, l'émotion que vous vivez, vous l'encodez l'émotion, puis vous l'associez à l'événement. Donc, la mémoire les émotions, c'est vraiment un indice contextuel extrêmement fort et qui va faire que parfois, on se souvient beaucoup de l'émotion, on ne se souvient pas trop de la discussion, mais on se souvient de l'émotion que ça a généré. Donc, c'est vraiment un élément très, très important autour de la mémoire épisodique, la mémoire des émotions. OK, parfait. Puis je me permets moi-même de poser une petite question en lien avec ce que vous avez dit, mais la mémoire des odeurs, on entend souvent que c'est comme ça s'ancre plus profondément que peut-être ce qui est visuel. Oui. Est-ce que c'est vrai ça ou non? C'est pas clair. La recherche, elle n'est pas claire par rapport à ça, mais la région qui s'occupe des odeurs, elle est en fait très proche de la région qui s'occupe de la mémoire. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, il y a comme des connexions proches puis fortes entre les deux. Donc, les odeurs, c'est un autre contexte très important. Parfois, hein, on sent un parfum, puis tout à coup, on se souvient de la personne qui le portait, là, puis de tout le contexte autour de ça. Donc, voilà tous des beaux exemples de contextes, justement, qui nous permettent d'aller récupérer des événements. OK, donc de s'auto-indicer, un peu, on pourrait dire. Oui. Parfait. Une question pour Charles-Émile maintenant. Par rapport à l'activité physique, pour ce qui est de l'équilibre, la souplesse, est-ce qu'il y a un programme en particulier qui est à privilégier? Super question.
J'aurais envie de dire que non, là, en fait, que l'important, c'est de trouver une formule qui nous convienne puis qui nous plaise, une formule d'activité. Donc, que ce soit quelque chose de plus dynamique ou plus statique à la maison, en groupe. Vraiment, il y a tellement une multitude d'opportunités de bouger ou de faire des exercices de souplesse en 2021 que l'important, c'est d'être curieux, de ne pas aussi jeter à l'eau le projet si à la première ou à la deuxième tentative, c'est moins pour nous. Donc, de continuer cette exploration-là des activités qui existent, de peut-être aussi faire un exercice d'introspection quand ça se passe moins bien ou quand ça se passe bien. Pourquoi j'ai aimé ça? Pourquoi cet exercice-là m'a plu? Est-ce que c'est parce que j'étais en groupe? Est-ce que c'est parce que j'étais moins jugé? Est-ce que c'était parce que c'était sur un écran puis j'allais à mon rythme? Ou est-ce que c'est l'inverse? J'avais un sentiment d'engagement. Est-ce que c'est parce que ça bougeait plus ou est-ce que c'est parce que c'était plus posé? Donc, de trouver pourquoi est-ce qu'on a aimé ça, pourquoi est-ce qu'on a moins aimé ça et continuer cette quête du format qui va nous convenir le plus. OK. Donc, pas mettre une croix trop rapidement sur des activités quelconque en activité physique. Parfait, merci. On a des gens qui posent des questions qui sont comme un peu liées à la technologie puis notre temps d'exposition aux écrans, puis dont une dame qui demande si écrire au crayon versus taper sur le clavier d'un ordinateur, est-ce que ça a la même valeur pour la mémoire? Ben, c'est intéressant. Je pense qu'il faut vous le tester un peu. Écrire au crayon, c'est sûr qu'on a l'aspect moteur, hein. Puis si on a été très habitué à utiliser à l'écriture, ben, ça peut faire en sorte que ça se mémorise mieux. Et puis même moi, je l'ai expérimenté, que des fois, j'ai l'impression que quand j'écris, c'est comme plus mémorisé. Mais c'est peut-être pas le cas des jeunes qui ont été très habitués à utiliser le clavier souvent. J'ai vu des questions aussi parce que j'ai triché, hein. J'ai allé voir en toutes les questions. C'est une belle question, plein de belles questions. Mais entre autres, est-ce que ça nuit à la mémoire, le fait d'être très sur la technologie, là? Il faut faire attention parce que les études scientifiques montrent qu'en fait, ce qu'on fait, ça joue sur notre cerveau. Tous les jeux vidéo ne sont pas nécessairement négatifs pour le cerveau. Il y en a qui sont stimulants. Donc, le fait de jouer à des jeux vidéo qui vont vous obliger, par exemple, à faire de la résolution de problèmes, qui vont vous obliger à être rapide ou qui vont vous obliger à mémoriser une structure en 3 dimensions, ça peut être positif pour votre mémoire, ça peut être positif pour vos temps de réaction. Mais il y a des jeux qui sont moins positifs. Par exemple, quand il y a des GPS, donc ça fait peu appel à notre mémoire, ben c'est sûr que ça aide. À ce moment-là, c'est pas très bon pour notre hippocampe, qui est cette structure impliquée dans la mémoire. Donc, les jeux vidéo, c'est pas mauvais comme tel. Ça dépend ce qu'on met dedans et ça dépend ce que vous en faites aussi. Est-ce que vous êtes toujours assis devant votre ordinateur, hein? Ça fait-tu en sorte que vous parlez plus à votre conjoint ou que vous faites plus d'activité physique? Donc, tout est vraiment lié, et ça, Charles-Émile l'a bien expliqué, comment il faut introduire une variété dans nos activités aussi. Merci. Justement, dans la sphère de la stimulation intellectuelle, Charles-Émile, il y a quelqu'un qui se demande si les petits jeux de logique en ligne, par exemple, les jeux d'entraînement cérébral, est-ce que ça a un effet bénéfique? Oui. Ceci étant dit, il y a des jeux qui ont été validés scientifiquement et qui sont construits à cet effet pour stimuler de manière vraiment optimale et scientifique, disons-le, certaines dimensions des facultés cognitives. Il y a d'autres jeux qui n'ont pas ce parcours, disons-le, scientifique là, pour valider les bienfaits. Donc, par contre, stimuler son cerveau, c'est intéressant. Donc, de trouver peut-être les jeux les plus qui nous interpellent le plus. Une chose, par contre, que je n'ai pas dite tantôt par rapport aux activités intellectuellement stimulantes, et ça s'applique très bien à ce cas-ci, c'est pour les activités intellectuellement stimulantes, il est encouragé d'être engagé dans l'activité que l'on fait. Donc, d'y trouver un certain défi, un challenge. Si on fait, admettons, un sudoku en ligne de niveau facile, et c'est très, très facile pour nous, ce niveau-là, ben,
peut-être qu'on n'est pas dans une zone optimale pour stimuler notre cerveau. Alors, vaut mieux, peut-être plusieurs fois par semaine, tenter de se mettre au défi avec un sudoku qui sera plus intellectuellement challengeant. Parfait. Puis j'imagine que ce conseil-là de se challenger, ça s'applique aussi à d'autres sphères de la stimulation intellectuelle. Même, il y avait quelqu'un qui posait une question par rapport à son emploi, sa profession dans ce qui est finance, administration. Donc, tant que ça pose un défi au cerveau, puis encore mieux si on peut avoir des interactions sociales dans le cadre de notre travail, c'est toujours des facteurs bénéfiques. Donc, je suis vraiment désolée pour les questions qui n'ont pas trouvé réponse. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Mais je vous invite, s'il y a quelque chose vraiment qui vous démange, là, que vous vouliez savoir à tout prix, à nous écrire à info@lucieetmoi.ca, puis on tentera de vous répondre dans les plus brefs délais. Puis pour terminer, ben merci à tout le monde. Merci à nos partenaires, la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et l'Appui pour les proches aidants. Merci à Dr Belleville et à Charles-Émile d'avoir présenté ce contenu très intéressant. Et petit mot de la fin, je vous invite à vous abonner à notre infolette si vous voulez plus de contenu à chaque mois qui va arriver directement dans vos courriels sur la santé cognitive et les saines habitudes de vie. Donc, c'est au lucieetmoi.ca// le signe de numéro, hashtag en anglais, infolettre. Donc, merci à tous et je vous souhaite une très belle journée, très bel après-midi.